Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode du Dev du jeudi. Et aujourd'hui, on va parler de FireMonkey dans le RHStudio X2. Et on va voir un petit peu ce que l'on peut faire avec FireMonkey. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va bien entendu découvrir FireMonkey, voir ce que c'est, ce que ça permet de faire. On va parler des changements par rapport à la VCL. Et on va parler ensuite d'effets. On va voir comment on peut faire des effets dans FireMonkey. On va parler d'animation. On va parler de style. On va voir comment on peut mettre des styles sur une application. On va parler de des light bindings. Comment on peut connecter différentes choses. On va parler de 3D. Et on va également, à la fin, on verra quelques exemples concrets d'IHM avec FireMonkey et comment les réaliser en fait. Ok. On va donc passer sous Delphi et on va commencer à parler de FireMonkey. Juste avant, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, par rapport aux vidéos, en fait, de la semaine prochaine, pas de la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, on en reparlera à midi et on en reparlera en début d'après-midi puisqu'il y a des transferts qui sont en train d'être finis là. Donc, ok, donc ça je vous en parle en début d'après-midi par exemple, on va en parler après le repas. Ok, il y a une première question qui demande est-ce que FireMonkey est identique sous C++? Donc je précise que oui, FireMonkey est identique sous C++. La seule chose que vous ne trouverez pas sur C++, mais c'est pas spécifique à FireMonkey en fait, c'est le fait de pouvoir compiler en Windows 64 bits. Voilà. Mais sinon, vous pouvez sous C++ Builder faire du FireMonkey pour compiler pour Mac par exemple. S'il y a une autre petite particularité sous C++ Builder, c'est que vous ne pourrez pas faire du développement pour iOS. Voilà, on va parler de toutes ces choses-là.
Ok, donc on se met sous Delphi. Et une des toutes premières choses que l'on peut voir dans le RAD Studio X2, c'est quand on va faire fichier, nouveau, autre. Donc dans le projet Delphi, en fait, on va remarquer qu'on peut bien entendu créer des applications FiGCL, ça n'a pas changé. Mais on peut également, on voit qu'on a des nouveaux icônes, on peut également créer des applications FireMonkey. Donc on peut créer différents types d'applications FireMonkey. Les applications FireMonkey HD, c'est ce que j'ai sélectionné ici. Des applications FireMonkey 3D. On va expliquer un petit peu la différence entre les deux. Et ensuite, deux types d'applications pour FireMonkey spécifiquement pour iOS. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de la partie iOS, puisqu'il y a un dev du jeudi qui est dédié au développement pour iOS. Nous, on va se concentrer sur la partie classique d'application desktop. Donc on a deux types d'applications, 3D et HD. On l'a dit par rapport à la question qu'on a eue juste avant. On a la même chose en C++ Builder, les applications FireMonkey HD ou les applications FireMonkey 3D. La seule chose qu'on n'aura pas, c'est les applications pour iOS. Donc, quelle est la différence entre les applications 3D et les applications FireMonkey HD? Si vous faites une application qui est exclusivement 2D, dans ce cas-là, il faudra partir sur une application FireMonkey HD. Même si on le verra dans la journée, ça n'empêchera pas d'incorporer dans une application 2D de la 3D. Par contre, si vous voulez partir sur une application qui est entièrement 3D, il faudra dans ce cas-là partir sur une application FireMonkey 3D, qui sera beaucoup plus optimisée pour la 3D. On verra les deux aujourd'hui dans la journée, et on verra comment même, comme je l'ai dit, comment dans une application FireMonkey HD, on peut également incorporer de la 3D. Donc pour l'instant, on va commencer classiquement, on va faire une application FireMonkey HD. Et je me retrouve avec une première fenêtre, qui est donc la fenêtre de conception. Ce qu'on a l'habitude d'avoir quand on fait une application VCL. Sauf que ce qu'on peut remarquer au premier abord et ce qui peut peut-être choquer, c'est que le design de la fenêtre, le contour de la fenêtre est un petit peu particulier puisqu'il est tout noir. On ne voit pas les boutons pour agrandir, pour réduire ou pour fermer la fenêtre. Ok. Donc ce contour de fenêtre, en fait, un des principaux intérêts de FireMonkey, c'est de faire du multiplateforme.
Donc, ce qui veut dire que la fenêtre va s'adapter automatiquement à la plateforme sur laquelle on va être. Si je m'amuse à exécuter mon application, on voit bien que ma fenêtre prend le look d'une application Windows sans aucun problème. En l'occurrence, je peux également compiler mon application pour Mac et ma fenêtre prendra obligatoirement le look d'une fenêtre Mac. D'accord, on ne va pas parler du multiplateforme aujourd'hui puisqu'il y a un dev du jeudi qui est dédié à ça. Et donc, c'est ce qui explique que dans le concepteur de fenêtre, automatiquement, le contour de ma fenêtre est un petit peu particulier et ne prend pas directement le design. En fait, il s'adaptera automatiquement à l'exécution. Ensuite, comme je le fais dans la VCL, je vais pouvoir, bien entendu, positionner les composants. Donc, je vais prendre des composants, un edit, bouton, un mémo, ok, pour le code, ça ne change strictement rien, bien entendu. Si j'exécute mon application, ok, jusque-là, c'est assez classique, assez basique. Vous avez l'habitude de faire ça avec la VCL. Pardon. Première petite chose, quand on regarde le code, on se rend compte en fait que dans les unités qui sont dans les uses, on a un préfixe. D'accord ? Les unités sont préfixées par FMX pour FireMonkey. Si je m'amuse à faire une nouvelle application fiche VCL, on va se rendre compte que les unités sont préfixées et de VCL cette fois. Donc il y a deux jeux en fait d'unités, celles qui sont spécifiquement pour la VCL et celles qui sont pour FireMonkey. Lorsqu'il n'y a pas de préfixe, c'est le cas de sysutile par exemple, ou de classe, c'est que c'est des unités qui sont les mêmes en fait, que ce soit pour FireMonkey ou pour la VCL. Donc attention lorsque vous allez utiliser, si vous voulez rajouter des unités système en fait dans votre projet, de bien les préfixer par FMX. Si je veux mettre forms, comme celui-là, il ne faut surtout pas que je mette vcl.forms. D'accord, mais bien fmx.forms. À partir du moment où je vais rajouter des unités dans les uses avec des préfixes en VCL, le souci qui va se passer, c'est que il va se mélanger entre les unités pour la VCL et les unités pour FireMonkey. Déjà, je risque d'avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Mais en plus, bien entendu, que je ne risque pas du coup de pouvoir porter mon application sur une autre plateforme. Je rappelle que la VCL est exclusivement pour Windows. Je ne pourrais pas utiliser des choses de la VCL sur Mac ou autre. Donc bien faire attention à ces préfixes dans les unités. Ceci dit, la différence s'arrête pas là et on va voir que même dans les composants, même si lorsqu'on a posé les composants tout à l'heure,
tout semblait relativement identique. Ok, on l'a vu là pour l'instant. Les composants, c'est bien un type TEdit, c'est bien un type TButton, c'est bien un type TMemo. D'accord, on l'a vu lorsque j'exécute. Peut-être un peu du texte, c'est mieux. Ok. Donc le code fonctionne correctement et classiquement. Mais si on commence à regarder un petit peu plus en détail en fait ces composants, on va se rendre compte, qu'on a quelques petites différences par rapport aux composants qu'on a habituellement dans la VCL. Déjà, une des choses qui est très importante, et c'est une grosse différence par rapport à la VCL, vous connaissez tous dans la VCL les composants qui peuvent contenir d'autres composants. On a des composants comme le panel qui peut contenir d'autres composants. Par contre, un TEdit dans la VCL ne peut pas contenir d'autres composants. Cette règle-là n'existe plus du tout dans FireMonkey. N'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. Alors, il faut faire attention à ça du coup, parce qu'on peut se faire avoir assez facilement. Si on remarque par exemple ici, on se rend compte que mon bouton, dans la partie gauche, on a la structure, mon bouton a comme parent le composant Edit. D'accord? Tout simplement parce que une des habitudes qu'on a lorsqu'on crée une nouvelle fenêtre, c'est qu'on va mettre un nouveau composant. Par exemple, je vais mettre un Edit. Automatiquement, à partir du moment où je pose ce composant, le composant Edit est sélectionné. Si je sélectionne un autre composant dans ma palette de composants, si je prends par exemple une combo box, si je fais juste entrer ou si je double-clique comme on avait vu pour mettre ce composant sur ma fenêtre, automatiquement, comme c'est le composant Edit qui est sélectionné, c'est ce composant-là qui va devenir le parent de ma combo. On voit bien que j'ai ma combo box qui, elle, a comme parent composant Edit. Donc ça pose pas de problème pour ma combo. Par contre, si je m'amuse à déplacer mon composant Edit, forcément, la combo est déplacée en même temps. De la même manière qu'on verra après que selon les propriétés que je vais utiliser, elles vont impacter également la combo box. D'accord, donc attention déjà parce que une des choses, si je m'amuse du coup à faire ça très rapidement, je veux très rapidement ajouter des composants sur ma fenêtre. Je prends un edit, je fais entrer, je prends une combo, je fais entrer, je prends un panel, je fais entrer, je prends un mémo, je fais entrer. Et on voit bien que le mémo a comme parent le panel a comme parent la combo box, et la combo box a comme parent le edit. D'accord? Donc ça peut poser des problèmes du coup en termes d'affichage ou autre. Je peux bien entendu ici dans la structure, par des drag and drop, déplacer en fait les composants pour que leurs parents, ça soit bien, si je veux les remettre sur la forme. Et tu peux par des drag and drop ici. Hop, le panel, je le mets sur la forme. Là. Et cette fois, hop,
tous mes composants ont bien la forme comme parent. D'accord. Si je voulais le faire au niveau quand je sélectionne mes composants dans la palette de composants, si je veux prendre mon edit, avant de le mettre, il faut bien, ou alors que je clique sur la fenêtre directement. D'accord. Je sélectionne ma fenêtre. Après, je vais prendre mon composant, je fais entrer. Je pense bien à resélectionner la fenêtre, prendre mon composant, faire entrer, resélectionner la fenêtre. Sinon, automatiquement, c'est le composant qui est sélectionné qui devient le parent de l'autre composant. D'accord. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, un gros changement par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans la VCL. N'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. Il n'y a plus besoin que ce soit un twin control ou autre. C'est valable sur tous les composants. Du coup, on verra que ça a certains avantages. Un avantage qu'on peut voir assez facilement, j'ai un composant bouton, d'accord, qui au passage, si je recherche, n'a pas de propriété image. D'accord. De la même manière, si je m'amuse à chercher, je vais avoir un composant speed button. Qui est ici. Qui n'a pas non plus, hein, si on regarde, de propriété image. Ok. Tout simplement parce qu'avec cette nouvelle règle de composant qui peut, n'importe quel composant qui peut être le parent d'un autre composant, ben, très simplement, en fait, il suffit de prendre un T-image, je le pose sur mon bouton. Du coup, mon T-image a comme parent mon bouton, hein, donc si je déplace mon bouton, il n'y a pas de problème. Et ensuite, dans mon image, dans mon composant T-image, je vais aller chercher mon image. Je rappelle que depuis quelques temps maintenant, dans ces programmes file Embarcadero à Studio 9.0, il y a un répertoire image et un répertoire GlyFX dans lequel on a des nouveaux icônes hein, qui sont au format PNG, qui sont plus sympas que qu'on pouvait l'avoir avant. Et je pourrais prendre. Ok. D'accord, et j'ai un bouton du coup avec une image, très simplement. De mettre l'image où j'ai envie de la mettre. Encore tout simplement en utilisant les propriétés, le fait que n'importe quel composant peut avoir comme parent n'importe quel autre composant. Donc bien se rappeler de recliquer sur la fenêtre avant de sélectionner un composant, ou sinon avec la touche Escape, je suis sur mon composant, je fais l'échappe, et automatiquement je remonte d'un cran. D'accord. Donc si je suis sur mon image, je fais Escape, je remonte sur le parent, et si je refais Escape, je remonte encore d'un niveau. D'accord. Ce qui me permettra, lorsque je vais sélectionner mon composant, qu'il ait bien comme parent la fenêtre et pas un autre composant. Si je regarde un peu plus près aussi ces composants, on va se rendre compte qu'il y a d'autres différences. Si je regarde par exemple le bouton, en l'occurrence, si je cherche une propriété caption, je ne vais pas la trouver. Par contre, je vais trouver une propriété texte. D'accord. Donc c'est une petite différence également. Autre différence, il faut savoir que chaque composant de la VCL est vectoriel. C'est le grand principe de FireMonkey, c'est que chaque composant est vectoriel et donc du coup au niveau graphisme et au niveau visuel, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses que ce que l'on peut faire avec la VCL. Si je m'amuse à regarder les propriétés de mes composants, je vais prendre mon panel par exemple, on va remarquer également qu'on n'a pas, si on cherche la propriété left et top, on ne va pas la trouver. Par contre, on va trouver une propriété position avec un X et un Y. D'accord, ça correspond à la même chose. Donc si je mets 400 ici, je bouge bien la position de mon composant. Mais je vais trouver d'autres propriétés qui sont intéressantes.
Je vais trouver par exemple une propriété rotation angle, l'angle de rotation de mon composant. Je peux jouer sur l'angle de rotation de mon composant. Et ça, c'est valable sur n'importe quel composant. Si je mets 45 par exemple, on voit bien que mon panel ça, a été tourné de 45 degrés. D'accord, 90, 300. Voilà. Et on voit aussi également au passage que malgré le fait qu'il y ait une rotation sur mon panel, à aucun moment la qualité de mon panel est détériorée. D'accord, visuellement, il reste toujours de très bonne qualité. Donc c'est dû au fait que chaque composant est vectoriel. Autre chose, si on regarde, on va voir qu'on a une propriété opacité. Opacity, en fait. L'opacité de mon composant. Si je suis à 1, mon composant est complètement visuel. Si je suis à 0, mon composant est complètement transparent. D'accord ? 0 transparent, 1 complètement visible. Donc si je mets 0,5, automatiquement j'aurai une légère transparence sur mon composant. Si je baisse encore un peu, 0,2, j'aurai encore plus de transparence sur mon composant. J'ai également autre chose qui est intéressant, c'est la propriété scale. Scale, c'est l'échelle. L'échelle de visualisation de mon composant. Donc, cette échelle, elle peut être réglée en X ou en Y. Quand elle est à 1, mon composant fait la taille qui est déterminée par la propriété width et la propriété height. D'accord ? Width pour le X, height pour le Y. Si en X je mets 2, ça veut dire que je vais multiplier ma largeur par 2. D'accord ? Si je mets 2, automatiquement, la largeur de mon composant est 2 fois plus grande. C'est ma largeur multipliée par l'échelle. Si je mets 2 en Y, pareil pour la hauteur. Et on voit que visuellement, mon composant à aucun moment n'est détérioré dans la qualité d'affichage. D'accord, donc ça également, encore c'est dû au fait que tous les composants soient vectoriels. Donc je peux jouer sur l'échelle, je peux jouer sur la rotation, on l'a vu, et je peux jouer sur l'opacité. On l'a vu tout à l'heure, n'importe quel composant peut avoir pour parent un autre composant, ce qui veut dire également que si je m'amuse à jouer sur ces propriétés que j'ai vues, par exemple sur la propriété rotation angle de mon bouton, automatiquement, bien entendu, mon composant image fait de même. Pareil si je joue sur la propriété opacité, 5, ou si je m'amusais à jouer sur la propriété scale. D'accord ? Donc ça, c'est un des autres avantages du fait de pouvoir avoir n'importe quel composant comme parent. Du coup, je pourrais regrouper différents composants sans avoir besoin forcément d'utiliser un panel, hein, ce qu'on avait souvent tendance à faire quand on voulait regrouper des composants dans la VCL. Mais aujourd'hui, c'est plus obligatoire. On peut regrouper, mettre les composants les uns sur les autres. Et si celui qui est le plus bas, plus haut plutôt, a une propriété qui va changer, ça va affecter bien entendu ses enfants. Et on le voit sur mon bouton, à aucun moment la qualité de mon bouton est devenue mauvaise parce que j'ai mis de l'opacité, j'ai mis une rotation, j'ai joué sur la propriété scale ou autre. Et bien entendu, si j'exécute mon application, mon bouton fonctionne correctement sans aucun problème. Bon, pas mis de code derrière là, bien entendu, mais je pourrais en mettre sans problème. Bien entendu, je pourrais jouer sur ces propriétés au niveau du code. Hein.
Ici, je pourrais faire que rotation angle, bouton 1, point, rotation angle, plus 10. Je peux jouer sur ces propriétés, pas qu'à la conception, mais bien entendu à l'exécution. Donc si je clique sur mon bouton, bon, on voit bien que j'ai ma rotation qui va se faire. Ok, donc chacun des composants a ces propriétés-là. Et c'est valable, encore une fois, sur n'importe quel type de composant. Hein. Si je m'amuse à prendre une T-string grid, hein, on va voir que je peux jouer également sur son angle de rotation, sur sa propriété scale, ou également sur son opacité. D'accord? Donc c'est valable sur n'importe quel composant. Attention à quelques petites choses avec FireMonkey qui peuvent perturber au début. Alors je l'ai dit, le fait du parent, hein, que n'importe quel composant puisse être un parent. Attention, si vous remarquez, si vous avez l'habitude sous la VCL, lorsque vous prenez un composant et que vous le déplacez, normalement il y a des aides pour les alignements. Malheureusement, sous FireMonkey, cette fonctionnalité-là n'y est pas pour le moment. Bien entendu, c'est prévu que ça y soit. Et pour le moment, ça n'y est pas. Donc attention à ça, ça peut être perturbant. De la même manière, si vous vous amusez à sélectionner plusieurs composants, d'accord, je clique ici, puis je reste appuyé pour sélectionner plusieurs composants. OK. En fait, je ne vois pas tous les composants qui sont sélectionnés. Je n'ai pas chaque composant qui est sélectionné. Si je sélectionne tous mes composants, j'ai l'impression en fait que ce n'est pas sélectionné, mais si je fais suppression, j'ai bien tous mes composants qui sont supprimés. D'accord? Donc, juste attention parce qu'on ne voit pas forcément que tous les composants sont sélectionnés. Ok. Ok, si je sélectionne. Alors, s'il y en a un qui est parent, on voit juste que le parent qui est sélectionné, alors qu'en fait, si je fais suppression, encore une fois, tous les composants sont bien supprimés. Donc attention à ça. Attention également pour ceux qui seraient déjà sur l'update 3, je rappelle qu'aujourd'hui, l'update 3 de FireMonkey, qui est en cours, attention que le copier-coller également ne fonctionne pas. C'est une erreur qui est apparue avec l'update 3. Si j'essaye de faire un copier de mon bouton et un coller ensuite, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Donc c'est un bug qui est apparu avec l'update 3, il faut le savoir. Ok.
Donc on l'a dit, chaque composant peut être vectoriel. Chaque composant peut être le parent d'un autre composant. Et on a également certaines propriétés qui sont un petit peu particulières, mais qui peuvent être intéressantes. Si je prends un bouton, par exemple, allez, on va supprimer ça, on va prendre un nouveau. Hop. Hop. .add time to str non. Ok. Donc si je clique, bien entendu, j'ai le rajout de la date et de l'heure. Sur le bouton, si on regarde le bouton, on a une propriété qui peut être intéressante dans certains cas, qui est la propriété repeat click. Si je coche le repeat click, je exécute mon application, donc je coche pour que ça soit un trou. J'appuie sur mon bouton et je reste appuyé sur ma souris sans jamais relâcher. Automatiquement, mon événement on-click est déclenché plusieurs fois, jusqu'à ce que je relâche. Relâche, c'est terminé. Autre propriété qui peut être intéressante, il peut arriver qu'à la conception, on ait beaucoup de composants les uns sur les autres. Et à certains moments, pour sélectionner d'autres composants, on a on a du mal parce que c'est serré ou qu'ils sont juste à côté les composants. Quand on clique, on a du genre, on ne sélectionne pas forcément le bon et ainsi de suite. On a possibilité sur chaque composant, on a une propriété Design Visible. Donc si j'avais mon panel qui est là, je vais sélectionner mon bouton, en fait, c'est un peu difficile. Je peux également, sur mon panel, faire Design Visible à False. Je coche. Automatiquement, mon composant au design, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, c'est seulement en design, n'est plus visible. Ce qui va me permettre de travailler sur les autres composants sans être gêné par ce composant. Bien entendu, si je resélectionne ici dans la structure, automatiquement, le design visible de mon composant revient à true et je suis sur mon composant. Il est à false, mais si j'exécute, mon panel est bien présent, d'accord? Il est bien visible. C'est juste pour le design. Si je resélectionne ici, j'ai dit dans la structure, automatiquement, il redevient visible. Donc ça peut être pratique certaines fois au design de masquer certains composants parce qu'ils nous gênent pour pouvoir travailler sur les autres. De la même manière, on peut avoir l'envie de... On a posé des composants sur notre fenêtre, d'accord? Et on veut plus qu'ils bougent. Or, si des fois, avec un coup de... Enfin, juste en passant avec la souris, en cliquant, sans faire exprès, on peut déplacer un composant, ce qu'on ne voudrait pas. On a possibilité, on avait vu ça dans la découverte de l'IDE, d'avoir dans le menu édition, verrouiller les contrôles. Ce qui me permettra, je ne peux plus le bouger, tous les contrôles sont verrouillés. Ça existe également dans FireMonkey, ça n'a pas changé. Mais on a également possibilité, sur chaque composant, d'avoir une propriété. Lock. À partir du moment où j'ai mis un composant en lock, donc la propriété lock à true, automatiquement, si j'essaye de déplacer ce composant, je ne peux pas. Les autres, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais celui-ci, plus spécifiquement, je ne peux plus le bouger. Le seul moyen, c'est de remettre sa propriété log à false. Et là, je vais pouvoir bouger mon composant.
D'accord? Donc je peux le faire soit comme on peut le faire dans la VCL avec verrouiller les contrôles, et menu édition, verrouiller les contrôles, ou je peux le faire composant par composant avec la propriété lock. On a d'autres propriétés qui peuvent être intéressantes, notamment au niveau des boutons, ou enfin pas que des boutons en fait, au niveau de pas mal de composants. Si je regarde, j'ai une propriété test. Si on reprend le cas de tout à l'heure, je reprends une image, un composant image. Je vais mettre une image sur ce composant. OK. Donc j'ai bien un bouton avec une image. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je voulais avoir. Je peux mettre que sur le clic du bouton, ben, c'était déjà le cas. Lorsque je clique sur le bouton, ça me rajoute bien la date et l'heure. Petit souci, bien entendu, c'est que lorsque je vais cliquer sur mon image, il ne va rien se passer. Jusque-là, ça paraît logique. Si on regarde mon composant image, son événement on-click n'est pas rattaché. Donc je pourrais, bien entendu, rattacher l'événement on-click de mon image à mon bouton et que ce soit le même événement qui soit exécuté. Mais j'ai encore plus simple que ça, en fait. Si, sur mon image, je regarde la propriété itTest, par défaut, elle est à true. Ce qui veut dire que ce composant va intercepter tous les événements de la souris. Si je mets le itTest à false, ça voudra dire que ce composant ne va plus intercepter les événements de la souris, mais va les rediriger vers son parent. D'accord? Donc je mets juste la propriété itTest à false de cette image. Je réexécute mon application. Et si je clique même sur mon image, on voit que ça exécute l'événement du bouton. Tout simplement, mon image n'intercepte plus les événements de la souris et ils sont redirigés vers le parent. On remarque également, lorsque je vais remettre le itTest à true, lorsque je suis sur un bouton, dès que je passe sur mon bouton, que la souris passe sur le bouton, automatiquement j'ai un effet sur mon bouton qui ne se faisait pas lorsque je passais sur l'image, puisque forcément c'était l'image qui récupérait l'événement de la souris. À partir du moment où je mets le itTest à false, il n'y a pas que l'événement on clic, mais également le fait de bouger la souris même sur l'image correspond au fait de bouger la souris sur le bouton. D'accord? Tous les événements de la souris sont répercutés sur le parent. En parlant des effets, on a vu donc dès qu'il y avait la souris sur mon bouton, automatiquement j'ai un effet, d'accord? Mon bouton prend un effet directement. De la même manière, lorsque je me mets sur mon TMemo, on voit que j'ai un petit effet avec un effet glow, un effet autour de mon edit. Ça serait la même chose avec un composant edit. Lorsque je suis sur un edit et qu'il est sélectionné, j'ai automatiquement le contour de mon composant edit qui a un effet. D'accord? Donc en fait, sur ces composants, j'ai une propriété qui s'appelle Disable Focus Effect. Par défaut, elle est à false, ce qui veut dire que l'effet de focus existe bien sur mon composant. À partir du moment où je le mets à true, désactive l'effet de focus. Donc, je peux faire pareil sur le bouton, pareil sur le mémo. Et automatiquement, alors pour le bouton, c'est quand je sélectionne en fait, normalement.
là-dessus. On est à false. Voilà, si je fais tabulation, on voit que c'est mon bouton qui a le focus avec le contour du composant. Donc sur le mémo, j'ai plus l'effet, pareil sur l'edit. Sur le bouton, je l'ai encore. Si je mettais Disable Focus Effect sur le bouton, automatiquement, lorsque je fais tabulation pour aller sur le bouton, automatiquement, il n'y a plus d'effet. Bien entendu, sur un bouton, j'ai une propriété Count Focus, d'accord, qui correspondrait à ce qu'on pouvait avoir avant que ça s'appelait le Tab Stop. Est-ce que quand je vais faire tabulation, il va s'arrêter sur mon bouton? D'accord, est-ce qu'il faut prendre le focus? Voilà, donc ça s'appelle Count Focus. On remarquera aussi au niveau des événements qu'on revoit, on retrouve beaucoup plus d'événements que ce qu'on pouvait avoir avant, les mouse move, les mouse leave, mouse wheel, les champs enter, exit, pour savoir si on va pouvoir donner le focus sur un composant ou pas. Par contre, on va remarquer également une petite particularité que sur la fenêtre. Alors la fenêtre, c'est un petit peu particulier, puisqu'on va retrouver quelques propriétés qui sont un petit peu différentes. Par exemple, contrairement au composant, on a dit qu'il y avait une propriété position avec un X et un Y qui remplaçait le top et le left. Par contre, si on passe sur une fenêtre, on va voir qu'il y a bien un top et un left. D'accord? Je n'ai pas position avec un X et un Y. De la même manière, si on regarde les événements de ma fenêtre, en fait, on va se rendre compte qu'on a très peu d'événements, contrairement à une forme VCL, en fait, où on ne va pas retrouver, en fait, la majorité des événements qui existaient. Donc, on pourra facilement le faire, du coup, en rajoutant un composant en fond, si je voulais intercepter tous les événements de la souris ou ce genre de choses. Il faut bien se rendre compte qu'on a des petites différences par rapport à FireMonkey et la VCL, mais c'est également dû au fait que tout ce que l'on fait dans FireMonkey, du coup, est multiplateforme. D'accord. Donc, ce qui veut dire que la fenêtre, en l'occurrence, elle a moins. C'est vrai qu'elle a moins d'événements. Du coup, on ne va pas, par exemple, trouver l'événement on show, on activate, par contre. Mais ça, c'est aussi dû au fait que c'est une forme qui est valable sous Windows, sous Mac et ainsi de suite, quoi. De la même manière, il y a différentes petites choses qu'on ne va pas retrouver. Si je m'amuse à chercher les gestures, en l'occurrence, je ne vais pas le trouver. Si je cherche des choses qui sont liées au multitouch, par exemple, qui était intégré pardon, je vais y arriver, qui est apparu dans Delphi 2010, voilà. Je ne vais pas le trouver dans FireMonkey. Tout ça, c'est dû au fait, en fait, que tout ce qui est fait pour pouvoir être multiplateforme. D'accord. Quand on parlait de l'événement on-show tout à l'heure, c'est vraiment un événement qui est spécifique Windows, quoi, qui n'existe pas en fait sur Mac, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc tout est fait pour pouvoir fonctionner sur toutes les plateformes et du coup, on peut certaines fois se dire, ben, mince, du coup, il y a des choses qui n'existent plus ou qui sont différentes, quoi. Ok, on va faire une petite pause. Je vais vous répondre aux questions d'abord. Alors, on fera une petite pause et puis on continuera. Alors, je vais remonter. Donc, FireMonkey est identique sous C++, on l'a dit, hein, c'est oui. Sachant que les unités sont maintenant préfixées, comment puis-je migrer mes applications développées avant X2 qui n'avaient pas de préfixe? Alors, déjà, je ne passe pas une application VCL vers FireMonkey, ça, ce n'est pas possible. On l'a vu, il y a des choses qui sont complètement différentes.
Quant au préfixe des unités, on l'a vu que c'est également le cas dans une application VCL. Mais en l'occurrence, si vous migrez une ancienne application VCL sous X2 en restant dans la VCL, bien entendu, ça ne posera pas de problème. D'accord. Vous n'aurez pas besoin de revenir dans toutes vos unités et de repréfixer les unités que vous avez précisées. D'accord. Lui, il saura automatiquement que c'est une application VCL. Donc, il prévoira de pointer sur les bonnes unités. Par contre, si vous créez des nouvelles choses, vous verrez qu'automatiquement, ça sera indiqué et qu'il faudra le mettre. En l'occurrence, il faut savoir que c'est une option qu'on peut désactiver d'avoir les préfixes, mais c'est juste visuellement, en fait, puisque ça ne change pas que dans FireMonkey, du coup, on pointera bien vers les unités de FireMonkey et dans le cas de la VCL. Donc, autant les laisser pour que visuellement, on ne se mélange pas. Ensuite, idem pour les unités personnelles, type déclaration, de fonction et autres. En FMX aussi. Non, les unités que vous créez, vous avez bien entendu pas besoin de les préfixer. Encore une fois, les unités qui sont préfixées, c'est vraiment les unités système qui sont spécifiques pour FireMonkey. On voit bien, par exemple, sysutile ou classes ou variante n'est pas préfixé, enfin il est préfixé par système, mais si je regarde dans la VCL, il sera préfixé de la même manière. Quoi. Il n'aura pas VCL.système.variante, en fait. Donc quand je fais des unités qui sont des unités de classe, d'objets, des déclarations, des fonctions, il n'y a pas de souci, puisque c'est des unités qui seront capables de fonctionner de la même manière sous FireMonkey ou sous la VCL. Donc je n'ai pas besoin de le préfixer. Pourquoi on ne peut pas faire de copier-coller de composants avec FireMonkey? C'est pratique quand on en a 10 à poser, par exemple. Alors, je l'ai dit, hein, c'est un bug qui est apparu dans l'update 3. Alors, a priori, tout le monde ne l'a pas dans l'update 3, donc je ne sais pas le pourquoi, mais en tout cas, le bug a été référencé. Il est connu, il a été référencé. Donc, on pouvait le faire sur les autres updates et pas sur celui-là, en fait. Quand je fais un CTRL X sur un composant, j'ai une violation d'accès bizarre. Donc moi, le copier-coller ne marche pas. Le couper, oui, c'est marrant. C'est marrant. C'est bizarre parce que tout à l'heure, ça me faisait. J'ai des moments où ça fonctionne, des moments où ça fonctionne pas, c'est ça qui est bizarre, en fait. Et j'ai pas réussi à savoir pourquoi du comment. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est un bug qui a été référencé. Le problème du copier-coller avec l'update 3, c'est quelque chose qui a été référencé, en fait. Où trouve-t-on les images PNG ressources fournies avec X2? Alors, juste attention à une chose. Avant, on trouvait ça dans... avant, on avait ça dans C... Command file... Command file... pardon. Command file... Code Gear Shared... Avant, vous trouviez ça ici. Vous aviez un répertoire images et GLI-FX avec icône. C'est plus le cas depuis X2. En fait, maintenant, vous trouvez ça dans C programme file. En fait, si sur votre machine, vous avez une ancienne version, vous le trouverez aussi, parce que ça fait longtemps que ça y est. Et si vous avez que X2, vous le trouverez dans C programme file, Embarcadero, RAD-Studio 9.0, images. Et là, GLI-FX. Normalement, c'est un zip, mais je l'ai dézippé. Les applications de FireMonkey, quel intérêt? On l'a vu déjà visuellement, en fait, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on peut faire avec la VCL, donc il n'y a pas photo et on va continuer, on verra qu'avec les effets, les animations, on peut faire encore plus de choses. Un des principaux autres avantages, c'est bien entendu le multiplateforme. Donc, pouvoir créer la même application qui va fonctionner sur Windows, sur Mac, sur iOS un petit peu différent. Ça, le jour, on fera le dev du jeudi pour iOS. Mais voilà, donc les deux principaux avantages, c'est ça, c'est des IHM beaucoup plus modernes, riches,
et du multiplateforme. Désolé, j'ai perdu le début, c'est la présentation de FireMonkey. Oui, aujourd'hui, c'est l'épisode sur FireMonkey. Ça, c'était lié au copier-coller, en fait. Donc, je l'ai dit, pour le copier-coller, c'est un problème référencé. Le locked est-il hérité? Si je lock un bouton qui contient une image, est-ce que je peux bouger l'image? C'est une bonne question. On va tester, je suis pas sûr que ça soit. Donc je lock mon bouton, ce qui veut dire que je ne peux pas bouger. Par contre, je peux bouger l'image. Donc c'est pas une propriété héritée. Ce qui peut se comprendre quelque part, puisque c'est pas une propriété visuelle. Hein. Le fait du parent, ça va jouer sur les propriétés visuelles, mais pas sur les autres propriétés. La propriété locked ne marche pas sur une string grid. X2 update, hein, précise la personne. Ok, locked. Donc ça marche bien. Donc c'était peut-être quelque chose, un bug qui a été corrigé, soit dans l'update 2, soit dans l'update 3. Donc il faudrait faire la mise à jour. Je rappelle que pour faire les mises à jour, démarrer tous les programmes, sauf si vous avez coché d'avoir les mises à jour automatiquement, ben, il vous préviendra. Embarcadero Racidio X2, vérifiez les mises à jour. S'il y en a, il vous proposera de les télécharger. Ok. Alors, peut-on convertir une appli VCL en FMX? Alors, c'est toujours la grande question. On l'a vu, il y a quand même beaucoup de différences. Il y a des différences dans les événements, dans les propriétés. Il y a des choses qui sont utilisées dans la VCL qui, du coup, ne fonctionneraient pas dans FireMonkey. Ceci dit, c'est vrai que les types des composants dans tous les cas sont restés identiques, tes mémos, tes bits, tes buttons, tes images, d'accord. Il faut savoir qu'il y a des projets open source qui sont en train d'être créés, qui sont en cours de développement là-dessus, pour le côté visuel. Pour toute la partie code, bien entendu, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous avez des unités de classe et tout ça, tant que c'est du code, c'est capable de fonctionner à la fois sur FireMonkey ou sur une appli VCL. La problématique, elle va être dès qu'on fait quelque chose de visuel avec les composants, bien entendu. Donc il y a des projets qui sont en cours. Il n'y a rien de prévu dans le RAD Studio X2 pour faire ça. Il y a des projets open source voilà, qui sont en cours, mais ceci dit, c'est pas très simple en fait. Et ensuite, il faut savoir que souvent dans une appli VCL, il peut y avoir des appels à des API Windows, ce genre de choses, et du coup, ce genre de choses ne seront pas capables de fonctionner sur du multiplateforme. Quoi. Où sont passées les gestures? Donc, ça fait partie des choses qu'on a dit, ça n'y est pas dans FireMonkey. C'est seulement dans la VCL. Mais ça devrait certainement y être dans la X3. Pas d'événement on-show sur la fiche, donc c'est ce qu'on a dit, c'est vraiment un événement typiquement Windows, hein, spécifique Windows. Les fenêtres sont des fenêtres qui sont multiplateformes, donc du coup, on ne va pas pouvoir avoir ce genre d'événement. Je ne vois pas les ancrages des composants pour le resize. Non, c'est vrai, il n'y a pas les propriétés onshore, ça fait partie des choses qui ne sont pas. De la même manière, si je m'amuse à chercher les actions, je ne vais pas les trouver. Ça fait partie des choses qui ne sont pas non plus dans Windows, dans FireMonkey. L'événement T-Form on Create se déclenche bien après la création de tous les composants rattachés à la fiche. Oui, il fonctionne de la même manière que dans la VCL. Dans votre palette d'outils, il y a un nœud TMS Grid. Est-ce des composants
TMS FireMonkey. Alors, pas la grille en fait, mais en l'occurrence, oui, j'ai certains composants TMS FireMonkey Control, qu'on peut voir dans ma palette de composants, qui ont été créés. Hein, si je vais sur tmssoftware.com, il y a une série de composants qui sont ici, TMS Instrumentation, Workshop for FireMonkey, qui sont les premiers composants FireMonkey qui ont été créés. TMS Software est en train de travailler sur d'autres composants pour FireMonkey. Bonjour, chez moi le texte des composants est illisible. Les caractères sont représentés par des pâtés, sauf en mode design. Où puis-je obtenir de l'aide concernant ce problème? Merci. Alors, sous quel OS vous êtes? Déjà, il faut savoir que quand on utilise FireMonkey, alors si on fait de la 2D, automatiquement on va utiliser Direct 2D. Si Direct 2D n'est pas installé, on va utiliser GDI+, mais ça se peut que certaines fois du coup tout soit pas forcément super correct. Donc il faudrait vérifier déjà sur quel OS vous êtes. Et quand on sera sur Mac, en fait, ça utilisera Quartz. Pour la 3D, ça sera du Direct 3D, en fait DirectX, hein, pour Windows, et sur Mac, ça sera de l'OpenGL. OpenGL, pardon. Une question un peu hors sujet, mais je vois dans la liste TMS Grid, ce dernier est compatible FMX et Mac, donc non, pas pour la grille. TMS est en train de travailler sur une grille, ça fait partie des choses sur lesquelles il travaille. Pour l'instant, il n'y a pas de grille, enfin, il y a la string grid dans FireMonkey, mais la grille de TMS n'est pas compatible FireMonkey. Comment utiliser l'ancien T#FX? Alors, il y a un composant il y a un composant T-Chart, hein. Il y a même un composant T-Chart 3D, d'accord, qui existe, et qui en l'occurrence fonctionne également sur FireMonkey. Voilà, qui va être capable de fonctionner sur les deux, à la fois sous la VCL et à la fois sur FireMonkey. Bonjour, quelles sont aujourd'hui les possibilités d'impression en FireMonkey possibles avec FastReport ou autre composant? Donc ça fait partie des choses qui ne sont pas là pour le moment. Le FastReport qui est disponible dans le RAD Studio X2 est simplement disponible pour la VCL, pas pour FireMonkey. Il faut savoir qu'il y a un update 4 qui est en cours. La bêta de l'update 4 est en cours en fait. Et il est prévu dans l'update 4 d'avoir des possibilités d'impression pour FireMonkey. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça va être, comment ça va se présenter de ça. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont prévues dans l'update 4. On fait d'ailleurs ainsi je sais pas s'il y a Ok, si on regarde en fait, a priori l'aide a déjà été mise à jour en fait. Elle est en train d'être mise à jour. Donc du coup on la trouve déjà sur l'update 4, on trouve déjà le wiki. Et si voilà, FireMonkey OS X change printing is now supported. C'est partie des choses qui vont apparaître dans l'update 4. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Ok. Existe-t-il un comparatif des ressources utilisées entre deux applications quasi similaires
VCL et FireMonkey 2D, comparatif, fluidité, temps d'exécution, affichage, etc. Alors, c'est très difficile à dire. Déjà, il faut savoir qu'au niveau de FireMonkey, on va utiliser le GPU, donc le processeur graphique va être complètement utilisé, ce qui ne va pas forcément être le cas de l'application VCL. Ensuite, l'application VCL, elle va utiliser complètement les messages Windows, ce qui n'est pas du tout le cas de FireMonkey. J'ai dit qu'il utilisera Direct 2D ou Direct 3D, mais encore une fois, qui utilisera complètement le processeur graphique. Donc, au plus vous aurez une machine avec un processeur graphique puissant, au plus votre application FireMonkey fonctionnera mieux. Voilà. Donc, c'est difficile à dire. Ça va vraiment dépendre de ce que vous faites en traitement de la machine. Il n'est pas possibilité de compiler en 64 bits ou Mac. Que faut-il activer? Alors, si vous êtes en C++ Builder, non, sur Mac vous pouvez, sur 64 bits vous pouvez pas. On va trouver ça dans la partie plateforme, sur la partie droite. Par défaut, vous avez seulement la plateforme Windows. Si je clique avec le bouton droit, en fait, je peux rajouter une plateforme et choisir la plateforme qui va bien. OS X, Windows 64 bits ou Windows 32 bits. Si je choisis OS X, après ça me permettra de compiler pour OS X. Bon, il y a d'autres choses après pour Mac, pour compiler. C'est parti. Il y a un dev du jeudi là-dessus pour le multiplateforme dans lequel on parlera de tout ça. Mais donc, il faudrait déjà rajouter la plateforme. Je clique ici dans mon gestionnaire de projet. Je clique avec le bouton droit sur plateforme. Je fais ajouter une plateforme et je rajoute la plateforme qui m'intéresse. Donc, ce sera le 1er mars, le dev du jeudi pour le multiplateforme. En résumé, tous les composants non visuels sont multiplateformes par défaut. Pratiquement tous les composants non visuels sont multiplateformes par défaut. Voilà. Il y a quelques petites exceptions, mais dans la majorité, les composants IDI sont multiplateformes par exemple. Peut-on gérer le port série sous FireMonkey puisqu'on ne peut pas utiliser les fonctions spécifiques Windows permettant de travailler avec des ports comme. Alors, vous pouvez utiliser les fonctions spécifiques Windows, c'est pas interdit non plus dans FireMonkey. Mais donc, du coup, dans ce cas-là, vous perdez la possibilité de faire du multiplateforme. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de composant qui permet de gérer le port série, directement dans FireMonkey. Comment ça se passe quand on utilise Firebird sous les autres OS? Sous Windows, j'utilise UIB plus Firebird. Il faudra utiliser DBExpress. Je rappelle que dans DBExpress, on a le support de Firebird, à moins que les composants UIB soient portés pour pouvoir fonctionner sous FireMonkey. Comme c'est les composants non visuels, c'est très possible que ça fonctionne. Il faudrait faire un test ou ne pas les avoir testés. Et après, il y a une version de Firebird qui existe pour Mac, donc il n'y a pas de souci. Lors de la dernière session, je vous ai posé une question sur la lenteur de passage du code à la conception XX2 et ceci dès que je modifie la moindre ligne de code. Alors je sais, j'ai déjà vu vos messages, malheureusement encore une fois, je n'ai pas la solution par rapport à ça, au truc de la lenteur. J'ai pas testé les liens en fait que vous avez mis. Le mieux, ça serait de passer par le biais du support en fait. Parce que c'est vraiment spécifique à votre machine, donc vous pouvez voir avec votre config et tout ça, quoi. Plateforme, c'est où? Dans le gestionnaire de projet. Ici, on a le gestionnaire de projet. Donc, j'ai plateforme. À quelle période va sortir l'update 4? C'est quand même problématique de ne pas avoir d'édition. Je n'ai pas de date, malheureusement, pour l'update 4. Je pense que ça n'aurait pas trop tardé, mais j'ai pas de date pour le moment. OK pour 64 bits, mais pas pour Mac. Je sais pas. Vous êtes bien sur une application FireMonkey, on est bien d'accord. Sur
une application vaisselle, vous ne pouvez pas compiler pour Mac, c'est normal. Vous devez faire une application FireMonkey. Pour Android, donc pour Android, il n'y a pas de choses prévues pour le moment dans Delphi. Il est prévu des choses dans le futur, voilà, ça fait partie des choses que sont en train de regarder Embarcadero. Sinon, une des solutions, ça serait d'utiliser, de faire du développement pour Android classique et d'utiliser un serveur d'application DataSnap. Où voit-on les questions des participants? Vous avez un onglet questions, en fait, vous voyez les questions. Mais en l'occurrence, je les relis toutes, hein, donc si vous écoutez, vous les aurez. Moi aussi, j'ai eu ce problème de lenteur, mais je n'ai pas eu depuis quelque temps. Fast Report marche-t-il avec FireMonkey? Je ne pense pas que c'est un composant équivalent. Donc non, c'est ce que j'ai dit. Donc pour le moment, au niveau des éditions, le Fast Report, c'est seulement dans la VCL, hein, pour Windows en fait. Donc il n'y a pas de Fast Report pour FireMonkey. Il est prévu quelque chose dans l'update 4 au niveau des éditions. Je sais que les gens chez de Fast Report sont en train de travailler là-dessus aussi pour quelque chose sur FireMonkey, mais c'est pas le cas pour le moment. En mode compilation, Kaspersky annonce toujours un virus avec Delphi X2. Bizarre, ok. J'avoue que j'utilise pas Kaspersky, donc j'ai pas ce cas. J'ai pas vraiment de solution. Il faudrait essayer de voir au niveau de l'antivirus, est-ce que vous pouvez pas préciser de ne pas checker le répertoire de RadStudio, par exemple, pour pas avoir cette problématique-là. Là, j'avoue que j'ai pas de solution, je ne connais pas forcément, je sais pas trop quoi vous dire. Ok, d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Ok, on va faire une petite pause. Non, c'est pas encore l'heure du repas. Ok, on fait une petite pause. Et puis je vous retrouve dans quelques minutes. Allez, c'est l'heure de la pause café. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.